Salut, c'est Mascar pour Hypnomachie. Aujourd'hui, une technologie révolutionnaire pour lire dans les pensées, la fin programmée de l'argent liquide et une méthode très originale et asiatique pour te débarrasser de ton mari en toute légalité. Oh punaise les amis, cette vidéo m'a mis le cafard, j'ai eu un mal de chien à la terminer. J'ai lutté pour vous la faire parce que comme vous le savez peut-être, le mental ne parle pas du réel, il parle de la partie du réel sur laquelle nous allons nous focaliser, nous focuser, dire les Anglais. C'est-à-dire qu'à part les quelques cas de sérendipité, l'humain trouve et vit essentiellement ce qu'il recherche consciemment ou inconsciemment. C'est la nature, en fait, du regard de l'homme qui détermine ce qu'il va voir et comment il va le voir. C'est la nature du regard qui fait, par exemple, la différence entre le beau et le laid. C'est la nature du regard qui fait la différence entre l'oppressant et le sécurisant, ou entre l'artistique et le vulgaire. On dirait un Courbet, dis donc. Quel génie il faut pour peindre ça. Quand je pense que ce mec en a peint des milliers, qu'on l'a poursuivi pour obscénité alors qu'il a peint la plus belle chose au monde, un cul. Oh, un cul de bonne femme. Et ben là, pendant un bon moment, j'ai focalisé mon attention justement sur les systèmes de contrôle orwelliens. Hein, j'ai mouillé le maillot, comme je dis souvent sur Hypnomachie, et donc j'espère que ça va au moins vous plaire, parce que moi je sais que ça ne m'a pas fait du bien du tout. J'avais déjà ressenti quelque chose d'extrêmement similaire, bien que de moindre intensité, lorsque j'avais préparé la vidéo sur l'impact des smartphones, des écrans et des ordinateurs sur notre psychisme. Allô, allô, monsieur l'ordinateur, dites-moi, où est passé mon cœur? Là, c'est vraiment un cran au-dessus, je n'ai pas aimé du tout, mais alors pas du tout, ce que j'ai trouvé dans mes recherches. Alors vous me direz à raison qu'on n'a jamais dit que la recherche, ça devait être confortable ou agréable, en effet. Bon, je me rassemble un petit peu, on va y aller. Voilà, attendez une seconde, parce que moi j'ai besoin d'un minimum de concentration. Depuis des décennies, les élites voient se profiler un avenir relativement sombre. En effet, nous sommes près de 8 milliards sur la planète, et même si la croissance démographique, justement, tend à diminuer petit à petit, c'est-à-dire qu'on se reproduit moins aujourd'hui que jadis, en moyenne en tout cas, certains crurent bon d'anticiper et d'essayer justement de penser le monde de demain à un monde qui étoufferait littéralement sous la croissance démographique. Alors, fer de lance de cette croissance démographique, la Chine déploie actuellement un des plus grands systèmes de contrôle des populations jamais mis en œuvre. 这不透水透沫的，这不扣2分，再是养犬的扣2分，上海人还是有大家都有的造成不良影响扣7分，只是看森林扣5分。您觉得这个书有用吗？学这个？这样我都不敢做坏事。 Parce qu'elle a un bon score, la famille Liu a reçu de la mairie une prime de 26 € et quelques kilos de crabes en cadeau. Alors certains ne s'étonneront pas vraiment de l'aspect totalitaire du système en place compte tenu des antécédents politiques et culturels de la Chine. Certes, il faut dire que la population galopant, des villes comme Pékin ou Shanghai en sont à 21 et 24 millions d'habitants, c'est colossal. À L2, ces deux cités représentent la population de l'Espagne, pour vous donner un ordre d'idée. La Chine compte aujourd'hui plus de 100 métropoles de plus d'1 million d'habitants, c'est absolument colossal, et 60% du pays a quitté les campagnes pour venir vivre dans les villes. Après 35 ans de la politique de l'enfant unique, et ce même si cela peut faire mourir de peur tous les démographes qui craignent pour justement une explosion de la population mondiale, la natalité de l'Empire du Milieu est bel et bien repartie. On retrouve dans le
le système chinois du crédit social, ce qu'Emmanuel Kant appelait le despotisme bienveillant. Oh oui, c'est tellement bienveillant le despotisme. Ça consiste simplement à infantiliser des individus pourtant adultes au nom de leur soi-disant bien. Alors j'ai déjà largement réfuté ce genre de narration, la notion d'intérêt général. Je vous renvoie donc aux vidéos idoines et éponymes dans Hypnomachie. Je pense par exemple aux vidéos sur l'intérêt général, la démocratie 1 et 2 et probablement quelques autres. Le problème quand on est en position de pouvoir comme ça, de despote bienveillant, c'est qu'on est jugé parti, et la sagesse populaire, autant que de nombreuses études, montrent que cela tend à altérer la fiabilité de notre jugement. Quand vous êtes-vous aperçu que vous vouliez diriger le monde? J'avais à peine 6 ans quand je me suis rendu compte que je pourrais gouverner beaucoup mieux que tous les imbéciles qui étaient en poste. Il y a à peu près un an, c'était déjà 17,5 millions de Chinois qui étaient interdits de vol en avion et 5,5 millions de Chinois qui avaient été simplement interdits de prendre le train. 我现在正在买上海到北京的机票，然后在网上购买。 然后它会有一个提示信息，就是订单中存在已被人民法院限制高消费和相关消费的旅客，有问题请与执法法院联系。就是说我不能买机票，因为我是已经被限制高消费嘛。这样子，除了对我生活出行造成不便之处之外，还有小孩不能上私立的学校，我们不能买车、办信用卡，另外我们也不能作为企业的法人。 创业非常多的，对，储蓄卡如果有那个钱的话，也是会被冻结掉，不能使用。 Alors que de plus en plus de services s'automatisent, se virtualisent, aujourd'hui en Chine, il faut passer par la reconnaissance faciale pour avoir le droit légalement d'acheter un portable. Il faut savoir que la Chine, c'est un marché gigantesque de plus de 817 millions de téléphones portables. De même, la Russie vient d'interdire la vente des smartphones n'étant pas eux-mêmes équipés de systèmes d'exploitation soviétiques. Entendez par là qu'ils exploitent probablement les données, c'est pas pour ne rien en faire. En gros, l'idée, ça va être que les gouvernements et les systèmes vont petit à petit envoyer tellement d'incentives, ce qu'on appelle les incentives, les incitations en bon français, pour littéralement modeler petit à petit votre comportement. C'est incroyablement facile en fait de modifier le comportement d'un individu, il suffit pour ça de stimuler un petit peu son système de récompense, ses circuits dopaminergiques. Ça renvoie en fait à la notion de mismatching évolutif. Regardez-moi un petit peu ce poupon, il y a tout son système limbique qui dit « Qu'est-ce que c'est que ce machin? Il m'en faut plus, vite et tout de suite !» Il est complètement coincé par son système dopaminergique, et tant qu'on n'a pas puissamment développé le néocortex, et je vous rappelle qu'à l'échelle de l'espèce, le développement du néocortex est quelque chose de relativement récent. Nous avons été littéralement conditionnés par des années d'évolution à rechercher compulsivement ce qui nous gratifie, et dès lors tout être humain en dessous d'un certain niveau d'évolution se fera extrêmement facilement avoir par ce genre de procédé. En tant que bonne citoyenne, je respecte le code de la route. Si je ne le faisais pas, je perdrais des points sur mon crédit social. Moi, pour tous les services publics, j'ai des réductions. Dans les musées aussi. Et à la bibliothèque, grâce à ma carte, je peux même lire gratuitement. À Shenzhen, en Chine toujours, d'immenses écrans municipaux peuvent afficher votre visage, par la reconnaissance faciale, des fois qu'il vous arrive de traverser hors des clous, afin que l'ensemble de la communauté réalise bien à quel point vous êtes une mauvaise personne. Le gouvernement, extrêmement soucieux de votre bon développement cognitif, va également s'immiscer dans votre vie privée afin de contrôler le temps que vous allez passer sur vos jeux vidéo. 1h30 par jour en semaine, 3 heures le week-end. Le gouvernement s'assurera également que vous ne dépenserez pas trop d'argent dans ce loisir plus ou moins futile. C'est la création d'une indifférenciation progressive entre le carcéral et le sociétal. On floute les frontières. Là où la société n'a de sens, en théorie, que parce qu'elle permet la survie des individus, ceux-ci s'aliènent dans les faits et finissent littéralement sacrifiés justement sur l'autel du collectif. Et d'un collectif imaginaire qui plus est, donc c'est totalement ironique, parce qu'on sacrifie du réel
pour du virtuel. C'est une forme de perversion, voire de perversion absolue. Le réel, c'est ce sur quoi on bute, comme dirait l'autre. Le réel, c'est ce qui reste quand on arrête d'y croire, hein, c'est ce qui demeure. Le réel, c'est ce qu'on ne contrôle pas. À ce titre, même du virtuel peut être en position de réel. Le vrai virtuel n'étant pas le contraire du réel, mais l'abolition de la différence entre les deux. Mais oui, c'est clair. Bon, bah là, je crois que ça y est, hein, on y est. Le meilleur des mondes. C'est la fin de l'intimité. L'intimité qu'on va progressivement supprimer à coup d'ingénierie sociale. L'intimité qui va être petit à petit remplacée par ce que les sociologues appellent de l'extimité. Par cette espèce de soi présentable, représentable aux yeux des autres, que l'on a essayé de nous vendre depuis le début des années 2000. Tout a commencé avec Endemol et la télé-réalité qui introduisait donc la possibilité d'une forme de voyeurisme qui faisait littéralement voler en éclats la pudeur de nos ancêtres et habituait en fait quelque part le spectateur à une forme de voyeurisme. Un esprit non entraîné a généralement tendance à accepter passivement, tacitement, la logique sacrificielle, en tout cas tant qu'il est du bon côté. Hélas, tôt ou tard, la roue tourne et quelques années après, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Sont arrivés et ont contribué largement à cette espèce d'étalage de l'extimité. Ce mélange de carcéralisation feutrée et de tititainment s'accompagne également de la mise en œuvre de pseudo-enjeux de surface destinés à divertir les populations, enjeux de surface dont vont s'emparer ce qu'on va appeler donc les social justice warriors. Ces enjeux de surface, comprenez bien que ce sont des espèces de hochets limbiques qui visent à calmer les populations. C'est l'équivalent moderne de du pain et des jeux. L'idée, c'est justement de permettre à la biologie des gens de croire, de leur faire croire qu'ils peuvent passer à l'action, de sorte à ce qu'ils ne réalisent pas qu'ils sont en réalité en inhibition de l'action. Tout a été contrôlé, verrouillé par le système, et voilà, c'est simplement du pain et des jeux. Que ce soit l'appropriation culturelle, le blackface, les combats féministes 4.0 de type on dit pas auteur mais autrice, etc. Voilà, tout ça, c'est vraiment des miettes qui sont laissées au système nerveux pour que les gens ne se rendent pas compte qu'on les contrôle par ingénierie sociale. D'ailleurs, au passage, tant que je parle de féminisme 4.0, on se rend compte que autant il y a des combats, il y a des gens qui disent ouais, il faut dire autrice et pas auteur et qui sont prêts à se battre là-dessus, mais je n'ai jamais vu une seule féministe s'insurger contre l'Europe. Pas l'Europe au niveau politique, le mot Europe. Vous savez, le continent Europe dans lequel on vit. Europe, ça vient d'un mythe de la mythologie grecque dans lequel Zeus, qui, comme à son habitude, avait envie de sauter tout ce qui bouge ou de bouger sur tout ce qui saute, était tombé amoureux d'une phénicienne qui s'appelait Europe, qui était, paraît-il, très belle, et il s'était métamorphosé en taureau pour ne pas éveiller son attention et pour s'approcher d'elle discrètement, jusqu'au moment où il l'a violée dans une crique. Et voilà le travail des enfants. Donc on peut dire, dans une certaine mesure, que l'Europe, le mot Europe, le continent dans lequel on vit, provient d'un viol. Et je n'ai jamais entendu une seule féministe s'insurger là-dessus. Comme quoi, il y a une espèce de sélectivité des combats, et qui provient, à mon avis, d'un manque de culture et du fait que, justement, le système a grand intérêt à nous déculturer et à nous acculturer afin de mieux nous contrôler. Et cette acculturation et cette déculturation va appauvrir la quantité de références disponibles dans les systèmes nerveux et va appauvrir le sens en général de la vie des individus et va ainsi les rendre beaucoup plus faciles à manœuvrer puisqu'on va pouvoir leur vendre n'importe quelle narration. Vous avez, donc je vous ai parlé tout à l'heure du blackface, vous avez aussi des notions comme le manspreading, pour la petite anecdote, vous avez des chercheurs qui ont mis un sexe d'homme à des femmes et on se rendu compte qu'elles se mettaient aussi à manspreader, comme quoi c'est peut-être pas simplement un truc de domination masculine, c'est la même chose aussi avec le mansplaining. C'est-à-dire quand un homme interrompt une femme pour lui expliquer qu'il sait mieux qu'elle des choses sur son propre domaine. En outre, il s'agira à terme de détruire tous les contre-pouvoirs possibles au projet de contrôle global. Destruction du tissu familial, destruction des repères culturels traditionnels, que ce soit les repères chrétiens ou les autres repères régionaux, le folklore breton, basque ou corse. Destruction du droit naturel, destruction du droit de propriété, comme dans le projet de loi récent qui vise à terme à dissocier le foncier du bâti. Et surtout, il faut absolument organiser la mort sociale de tout contestataire.
fois qu'on se retrouve sur liste noire, on ne peut plus avoir de crédit bancaire, ou créer une entreprise, acheter un appartement, ou même envoyer ses enfants dans une école privée. Je m'inquiète, car beaucoup de gens, je pense, n'auront plus de libertés individuelles comme moi. Nous vivrons tous avec plus ou moins de restrictions. Alors je veux bien qu'il y ait parfois des personnes un petit peu étranges dans les transports en commun chinois. Mais je me demande si ce type de système n'est pas en train de créer Antitelli sur Antitelli. Aujourd'hui, on produit déjà des technologies qui se branchent directement sur l'interface neurale des individus. Et devinez où ces technologies sont déjà utilisées pour mesurer les performances cognitives des apprenants? En Chine. These headbands measure each student's level of concentration. The information is then directly sent to the teacher's computer and to parents. Teachers told us the headbands have forced students to become more disciplined. Teachers say the students now pay better attention during class, and that has made them study harder and achieve higher scores. But not all students are as enthusiastic. This fifth grader, whom we caught dozing off in class, told us his parents punish him for low attention scores. And that kind of data adds a new kind of pressure for students. Bon, alors ces technologies sont déjà utilisées dans des usines pour vérifier le niveau de concentration des employés. Alors là, on voit bien que le monde extérieur est littéralement en train de phagocyter le monde intérieur et la vie subjective des individus. D'autant qu'on en est à peine au balbutiement de cette technologie, c'est-à-dire qu'il y a de grandes chances que ce soit généralisé dans 10, 15 ou 20 ans. Alors face à cette hybridation homme-machine, me revient des paroles de George Orwell. Et si le but poursuivi était non de rester vivant, mais de rester humain? Bon, tout ceci n'est que la conséquence attendue des notions qu'on a déjà développées dans d'autres vidéos d'hypnomachie, cette espèce de paternalisme gnostique qui se base sur la peur et l'angoisse, et qui faisait dire à Eugène Henriquez que plus l'angoisse est grande et refoulée, plus les structures de pouvoir sont rigides. Mais tout de même, que deviendrez-vous ainsi connecté? D'autant que ça n'est qu'un début et que d'autres types de technologies sont actuellement en train d'émerger. Ce projet comme ça de la fusion, hybridation de l'homme, c'est la négation pure et simple de la notion d'antéléchie. C'est réduire l'humain en fait à ses performances, c'est le chosifier, c'est le réduire au rang d'objet, on en avait déjà parlé dans la vidéo 42. Je parlais tout à l'heure de flouter les liens comme ça entre le sociétal et le carcéral. Il se trouve que le gouvernement britannique, désireux de permettre aux criminels de rester dans la société, donc c'est là où on voit qu'on se met à vraiment flouter les frontières, et donc le gouvernement britannique étudie la possibilité de remplacer les bracelets électroniques par des puces RFID sous-cutanées. Ainsi, donc là, la confusion sociétale carcérale est totale, c'est-à-dire qu'on peut laisser des criminels en liberté parce qu'on se dit qu'à tout moment on peut les repérer sans aucune possibilité pour eux de se soustraire à la justice. Or, malheureusement, un rapport récent de l'AFSET, l'Association française de sécurité sanitaire pour l'environnement et le travail, recommande de maintenir ce type de puce à plus de 20 cm de la peau, car elle serait, visiblement, elle constituerait un facteur de risque cancérigène. C'est pas une cause systématique, bien sûr, au même titre que l'alcool, le tabac, etc. Mais enfin, ça reste quand même un facteur de risque démontré comme étant potentiellement cancérigène. Et a priori, ni vous, ni moi, ni les divers condamnés n'avons forcément envie de développer un cancer. Le cancer, c'est mieux si on peut le faire reculer. Depuis que j'ai compris ça, je regarde ce qui se passe devant moi différemment. Il y a environ 20 ans,
un initié de haut grade, on va dire ça pudiquement comme ça, m'avait confié en off, effectivement, qu'il y avait un projet de puçage généralisé de la population. Et aujourd'hui, je vois, depuis une vingtaine d'années, le plan dont il m'avait parlé à l'époque se dérouler étape par étape devant les yeux. Vous savez, le fait d'avoir 20 ans de recul sur la chose, c'est assez saisissant. Hein. J'ai eu le temps de passer comme ça par toutes les étapes, le déni, l'incrédulité, le cynisme, etc. En fait, ce que j'ai trouvé le plus passionnant dans cette histoire, c'est d'observer les différents leviers de psy-ops qui sont à l'œuvre pour faire accepter aux gens le fait de se faire pucer comme du bétail. Donc ça, pour vous, c'est un joli dressage? Pour moi, oui. Et pour moi aussi. Alors la psy-ops, dans le jargon comme ça des spin doctors, c'est ce qu'on appelle la psychologie opérationnelle. Ce sont l'ensemble des techniques et des leviers qui permettent d'agir sur l'esprit humain de sorte à ce que les gens se comportent, se conforment en fait aux desiderata de notre volonté. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. C'est de la pure psychologie sociale et de l'hypnose appliquée. Regardez. Dans ce bâtiment qui abrite de nombreuses startups, une centaine d'ingénieurs sont venus se faire implanter une puce, dans une ambiance cool et décontractée. Ah, l'ambiance doit être cool et décontractée. Oui, forcément, ça aide à faire tomber les résistances et à faire en sorte que les gens, justement, repartent dans des pulsions régressives. Vous connaissez sans doute ceux qui piratent des ordinateurs ou des logiciels. Nous, on pirate l'Homo sapiens. Ah ça y est, on est en train de la perdre, la Joséphine, là. Ah, regardez, elle est complètement fascinée, là. Elle cligne plus des yeux. Ah, on la perd. Non mais, les gens, il est en train de vous pucer, là. Non mais, c'est juste votre patron, les gars. On a fait venir ces tatoueurs formidables. C'est eux qui vont vous implanter. Et hop, un petit superlatif, comme ça, histoire de détendre un petit peu le cerveau limbique. Ah, de le mettre bien frais, etc. Non mais mec, c'est juste des gens que tu payes, quoi. Enfin bon, il faut bien vendre le truc, j'entends bien. Allez les gars, levez-vous. Salut tout le monde, on va vous améliorer. Ah oui, non mais m'injecter comme ça un produit cancérigène qui permette à n'importe qui de me géolocaliser et où je ne puisse pas revenir en arrière, c'est... Bon, oui, entendez-moi bien, je suis pas en train de dire que c'est ontologiquement mal d'avoir une puce dans la peau, c'est absolument pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que là, de toute évidence, on assiste justement à des leviers de psyops, des leviers qu'utilise la psychologie sociale, l'hypnose et d'autres techniques de PNL pour prendre possession du cerveau, d'esprits faibles qui ne sont pas en capacité de se défendre, et il me semble qu'il y a là un léger problème éthique. Ce soir-là, une cinquantaine de personnes se portent volontaires. Parmi elles, Joséphine, 25 ans. Pourquoi faites-vous la queue? Pour se faire pucer. Et pourquoi faites-vous ça? Je sais pas. On suit la mode. Ah moi j'ai suivi la mode. Je suis un peu stressée. Je peux pas revenir en arrière. Mais si, tu peux, mais évidemment que tu peux. Là, c'est l'archétype de ce qu'on appelle un biais d'engagement. Sauf que là, la pauvre femme, elle est totalement ignorante de tous ces procédés de manipulation. Elle est complètement aliénée d'elle-même. Elle n'est pas capable d'interpréter les signaux de son corps comme étant des émotions et les émotions comme étant l'expression de besoins non satisfaits. Et donc, à partir de là, elle est totalement aliénée à elle-même. Et donc, voilà, elle est simplement en train de se faire niquer. Voilà, elle va rationaliser. Et elle va se dire, ah non, mais en fait, c'est vachement bien. Alors qu'il y a toute sa biologie, il y a tout son être qui lui envoie des signaux qui lui fait, non, t'es en train de faire une connerie. Je pense pas t'avoir obligé à venir ici, Tu es quand même venu de ton propre gré. Pousser quelqu'un à agir sans qu'il ait pris le temps de réfléchir, de poser le pour et le contre, de réfléchir, de vraiment prendre du recul, etc. C'est un excellent moyen d'utiliser un levier très puissant en psychologie qu'on appelle la dissonance cognitive. Mais ça, vous le savez. Joséphine et ses collègues ont payé 150 € pour se faire implanter cette puce, dont la durée de vie est illimitée. Ah ça c'est fort, ça c'est très 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 fort, c'est un petit peu comme la redevance télé en fait. C'est toi qui payes, mais pour te faire hypnotiser, c'est génial. Le fait de payer est une façon d'amener subtilement dans l'esprit de la personne la croyance que c'est elle qui a choisi de se faire pucer, et ce même si à la base l'idée vient d'ailleurs. En effet, la plupart d'entre nous détestons croire, penser que nous nous faisons hypnotiser, influencer, etc. à notre insu. Et donc, à partir du moment où elle a posé l'acte de se faire pucer, même si elle l'a fait dans un état de division intérieure, une fois que c'est fini, elle va rationaliser pour diminuer la dissonance cognitive, et ce faisant, elle va internaliser la norme comme quoi se faire pucer, c'est chouette. Alors que, et quand bien même, au départ, ça ne viendrait pas d'elle-même. Vous avez dit machiavélique ?
Ceux qui n'ont pas de puce doivent utiliser un badge. Vous vous rendez compte? Un morceau de plastique qu'on transporte dans la poche. C'est d'un autre âge. Ah oui, on se moque d'eux. Oui, moquons-nous des gens différents. Vous vous rendez compte le niveau d'aliénation de soi comme ça, le niveau d'irrespect qu'il faut être capable de tolérer pour simplement ne pas être scandalisé par ce genre de procédé. Et comprenez bien que c'est à ce niveau-là de moutonisation qu'il est prévu d'arriver. Avant qu'une population dans son ensemble accepte l'idée même de se faire pucer comme du bétail, il faut déjà la travailler, il faut travailler, assouplir un petit peu l'opinion publique comme ça pour lui faire accepter l'idée que les modifications corporelles sont quelque chose de normal. On a vu surgir la mode du tatouage, dans les années 70, même 80. Le tatouage était réservé à des marginaux, à des mauvais garçons, à des filles de joie, etc. Bref, à des gens en marge de la société. Et depuis le début des années 2000, on a vu une espèce de mode comme quoi c'est quelque chose de normal, de sympathique, de récréatif, bref, d'acceptable. Et donc ça, c'est une espèce de palier dont on m'avait déjà parlé au début des années 2000, visant donc à préparer l'opinion publique par rapport au fait de se faire pucer. Ainsi, pour la petite anecdote, Domino's Pizza avait tenté il y a quelques années une grande opération de marketing. Cette opération visait donc à proposer aux gens qui auraient le courage de se faire tatouer le logo Domino's Pizza l'offre généreuse de 100 pizzas gratuites par an et par personne tatouée. Au bout de 5 jours, c'était déjà 300 personnes qui avaient sauté le pas, obligeant la marque à faire une espèce de haut là et à dire ok, on va offrir à 350 personnes et pas plus. Ils n'avaient absolument pas prédit un tel engouement et donc, comme ils n'auraient pas pu tenir leur promesse si jamais plus de personnes s'étaient fait tatouer, ils ont mis le haut là à cette opération commerciale qui a été un véritable succès puisque je vous en parle encore. Ma vision, c'est que je veux augmenter l'humanité. Si vous aviez demandé à quelqu'un dans les années 80 s'il voulait un téléphone portable, il aurait répondu non, pas besoin. J'ai déjà un téléphone à la maison. Pourtant aujourd'hui, aucun ado n'imaginerait vivre sans portable. Mais sauf que le portable, tu peux le laisser chez toi. La puce, en revanche, c'est une autre histoire. La puce, c'est permanent. En fait, tu abdiques une certaine proportion de ton libre arbitre, quelque part, en posant un acte aussi définitif. Ça te change, d'un certain point de vue en tout cas, en objet. Ça n'est d'ailleurs pas sans évoquer certains rituels initiatiques qui ont, quelque part, la même finalité objectivante et objectifiante. Je jure solennellement tout cela sans évasion. Je jure tout cela sans évasion. Sans équivoque. Sans équivoque. Ou réserve mentale. Ou réserve mentale. Sous peine. Sous peine. Si je devais y manquer. Si je devais y manquer. D'avoir la langue arrachée. D'avoir la langue arrachée. Et la gorge coupée. Et la gorge coupée. Et d'être jugé. Et d'être jugé. Comme un individu dépourvu de toute valeur. Comme un individu dépourvu de toute valeur. Au fait, on dispose déjà largement de la technologie qui permet de lire ces puces à plusieurs dizaines de mètres de distance. C'est-à-dire que si à un moment donné, il te prenait comme ça, la soudaine envie de te rebeller contre le système, d'aller manifester, voire de participer à une émeute ou un renversement de système, eh bien, on saurait exactement qui tu es, où tu habites, avec une foule d'informations sur toi. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as plus aucun moyen de dissimuler ton identité vis-à-vis des dominants à partir du moment où tu es pucé. Là où, à contrario, à Hong Kong, par exemple, durant les émeutes récentes, ils avaient bien compris tout ceci et qu'ils avaient avantage à neutraliser, ni plus ni moins, le système de reconnaissance faciale pour éviter les représailles. J'ai trouvé vraiment passionnant les tactiques utilisées lors des émeutes récentes à Hong Kong. Les émeutiers à Hong Kong faisaient preuve d'énormément de discernement, d'énormément d'intelligence tactique, de coordination. Il faut dire que le quotient intellectuel du hongkongais moyen est largement supérieur à celui du français moyen. D'ailleurs, pour la petite anecdote, qui n'a absolument rien à voir avec le sujet, mais à Hong Kong, une femme peut tuer son mari en cas d'adultère sans être poursuivie par la loi, mais uniquement si elle le tue à main nue. Alors en revanche, je ne sais pas du tout si l'uxoricide est permis, et si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En France, a priori, c'était également le cas jusqu'en 1975. Mais revenons à nos moutons, c'est-à-dire à la puce RFID, et surtout au mindset d'esclave qui permet de se faire pucer comme ça, de se faire implanter cette puce sous-cutanée. Jag hakade väl mest på för att det var kul att testa något nytt och för framtiden var man kan använda det för att underlätta i sitt liv. Och då när jag skaffade det så fick jag sagt att jag kunde använda det för att komma in på jobbet och på det gym jag tränar. J'ai suivi le mouvement, mais vous la voyez là, la pulsion grégaire, j'imagine, enfin j'espère.
Je veux dire, comprenez bien qu'aujourd'hui, les algorithmes cherchent à détecter, je crois que le terme parle de lui-même, il est absolument sublime, aujourd'hui, les algorithmes cherchent à détecter ce qu'on appelle les risques d'opinion. Dit autrement, ça veut dire que tant que vous n'avez pas un rapport extrêmement proactif vis-à-vis de la culture, vis-à-vis de la pensée, de l'existence, de l'information, etc., littéralement, on vous fait penser et on surimpose à votre regard ce qu'on va appeler un réel de substitution. J'en avais déjà parlé dans Hypnomachie, mais que voulez-vous, enseigner, parfois c'est répété pour ne pas dire radoter. Ce projet en cours, c'est ce que Baudrillard appelait le crime parfait, et qui consiste à ne pas laisser un seul atome de l'univers non retravaillé, non remanié par l'homme. C'est l'oubli pur et simple de la notion de lâcher prise. Pour citer le psychologue David Golean, qui paraphrasait lui-même Nietzsche, la folie est l'exception parmi les individus et la règle parmi les groupes. Mais quand même, le système, dans son obsession de contrôle, on arrive vraiment à marcher complètement sur la tête. J'ai quand même un ami qui avait produit un film et qui a reçu un message d'Adopi parce qu'il avait téléchargé illégalement son propre film. Soi-disant pour protéger la propriété privée. Mais ça lui appartenait déjà, le film! Vous avez la fondation Bill et Melinda Gates qui sont actuellement en train de travailler sur ce qu'on appelle des carnets de santé sous-cutanés. Donc ça veut dire que dans un futur proche, vous allez avoir la proposition, pour ne pas dire l'imposition, d'avoir justement donc sous puce RFID sous-cutanée, l'équivalent en fait de votre carte vitale, et puis fatalement on va vous le présenter sous forme de c'est quand même beaucoup plus pratique, vous risquez pas de la perdre, etc., etc. Et bien sûr on ne communiquera absolument pas sur les pertes de liberté qui vont avec ce genre de mesures. Depuis le début des années 2000, donc nous nous dirigeons vers un fichage généralisé de la population. En France, le gouvernement Jospin avait le STIC, le système de traitement des infractions constatées. La gendarmerie, elle, se basait sur le système judiciaire de documentation et d'exploitation, le JUDEX. En 2011, ces deux systèmes ont fusionné. La fusion de ces deux fichiers donna, et ça ne s'invente pas, le fichier Ariane. Ce fichier deviendra assez rapidement ce qu'on appelle le TAJ, le traitement des antécédents judiciaires, qui inclut donc plus de 8 millions de photos, un énorme dispositif de reconnaissance faciale à l'échelon national. En gros, c'est à peu près un Français sur 10 qui est répertorié dans ce fichier. Vous avez aussi le fichier d'authentification en ligne certifié, l'ALICEM. Allez, ça glisse. Ce fichier fournit donc une base de données extrêmement importante à l'État. Ajoutez à ça le fichier TES lié au passeport biométrique, et vous comprendrez qu'il suffit d'un drone avec une caméra ou un détecteur en manifestation pour savoir à peu près qui est qui était présent et qui sont les individus à surveiller. Personnellement, lorsque on m'avait demandé mes empreintes digitales lorsque j'avais dû refaire mon passeport biométrique, je m'étais senti dans un putain de piège à rats et je me souviens que je l'avais extrêmement mal vécu. J'avais senti mon ventre qui faisait comme ça, puisque je vous rappelle, toujours dans la série de la confusion entre vie sociale et vie carcérale, je vous rappelle qu'autrefois on ne prenait les empreintes digitales que des criminels, avec l'idée de dire comme ça s'ils recommencent on pourra plus facilement les repérer. Donc aujourd'hui nous sommes donc tous des criminels potentiels, c'est vraiment la relation que l'État entretient avec ses citoyens. Je vous rappelle, ou je vous apprends, que les logiciels aujourd'hui font ce qu'on appelle du deep learning et arrivent en fait à modéliser jusqu'à vos habitudes motrices. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous identifier simplement à votre façon d'habiter votre corps. En gros, la technologie aujourd'hui, ou en tout cas là c'est en train de, c'est déjà à l'étude, il y a un taux de réussite qui est pas dégueulasse, ça veut dire que dans un an c'est bon, c'est parfaitement au point, est capable de vous identifier mieux que vous-même au niveau de vos habitudes corporelles. En gros, ça veut dire que le logiciel connaît mieux votre propre corps que vous-même. Et donc ainsi, dans une application en termes de politique, ça veut dire que ce logiciel va être capable de vous reconnaître même si vous portez un masque. Parfait, ce sera la plus grande catastrophe de l'histoire. À San Francisco, le conseil municipal a décidé de s'opposer à la reconnaissance faciale et l'a interdit donc dans les rues de la ville. Il considérait ça comme une atteinte fondamentale aux libertés et cela représentait, je cite, un fort potentiel dystopique. De même à Auckland. D'autres, vous vous en doutez, en sont de fervents partisans. L'Union européenne, après avoir officiellement hésité, a fini par autoriser la reconnaissance faciale. La Silicon Valley travaille actuellement sur son propre système de reconnaissance faciale. En Inde, vous avez également ce qu'on appelle le système ADAR, A-A-D-H-A-A-R, pour ceux qui veulent faire des recherches là-dessus, qui a été proposé par Bill Gates et qui est déjà utilisé pour identifier les manifestants et les opposants au système en place.
Alors aux États-Unis, ils se sont assez vite rendus compte que leur système de reconnaissance faciale n'était pas tout à fait parfait et qu'ils ne reconnaissaient que 60% des femmes afro-américaines. C'était la catégorie de population la moins reconnue par ces systèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, naturellement, les tenants de ces systèmes ont offert gracieusement à la ville de Johannesburg 15 000 caméras afin donc de pouvoir faire du deep learning et d'augmenter leur taux de reconnaissance sur les femmes afro-américaines. Il en a été de même en Ouganda, au Zimbabwe et en Angola. Il se pourrait bien un jour que la reconnaissance faciale puisse servir de moyen de paiement, en effet. Il suffira d'apporter, justement d'amener un terminal comme ça, d'approcher un terminal de notre visage qui sera scanné. À partir de là, donc le terminal reconnaîtra le fichier avec notre identité et donc on pourrait directement débiter, il n'y aura plus besoin de carte bleue. Alors évidemment, ce mode de fonctionnement, outre le fait qu'il serait extrêmement pratique, il mettra aussi fin à la possibilité d'acheter quoi que ce soit de manière anonyme. Est-ce que le droit de pouvoir acheter quoi que ce soit sans avoir à justifier de son identité ne sera bientôt qu'un souvenir, qu'un rêve, qu'une vieillerie? Est-ce qu'il faudra en faire le deuil? Est-ce qu'il faudra l'oublier comme... Alors c'est bien possible que dans un futur proche, le cash disparaisse, surtout si on ne se bat pas pour le protéger. Il faut bien comprendre que le cash, c'est lié à la notion d'anonymat. Dans les sociétés traditionnelles où tout le monde se connaît, il n'y a pas d'anonymat dans les échanges marchands. Vous avez toujours une petite vieille qui est là, qui vous regarde, et donc du coup vous êtes forcément soumis au standard en fait du groupe, et donc il n'y a pas possibilité de développer une forme d'individualité, et à mon avis l'anonymat permet justement d'être soi-même indépendamment des standards de la société. Pour ça qu'à mon avis il est si important, et ou sinon on pourrait peut-être se rabattre effectivement sur des choses comme le Bitcoin, en tout cas sur des choses qui ne dépendent pas d'un mythe sociétal, parce que sinon ça veut dire que votre identité est soumise au mythe de la socioculture. Et si vous avez envie d'être quelqu'un d'autre, vous ne pouvez simplement pas sans ces méthodes de paiement alternatifs. Voilà, après, évidemment, ça ne regarde que vous, c'est vous qui déterminez dans quelle mesure c'est important dans votre échelle de valeur. Alors, le contrôle sur la monnaie, évidemment, c'est une banalité de dire que c'est le contrôle sur le peuple, celui qui contrôle la monnaie contrôle le peuple. Ainsi, vous avez Visa qui a proposé à 50 commerçants une prime de 10 000 $ US si jamais ils renonçaient définitivement à prendre du cash. Alors, cette nouvelle a fait une espèce de boom sur Internet et dans les réseaux sociaux, ça a été repris, déformé. Alors, il y a des gens qui ont dit « Ah, Visa offre à tous les commerçants une prime de 10 000 $ US si jamais ils renoncent au cash ». Bien évidemment, Visa n'a pas la trésorerie pour pouvoir ainsi arroser tous les commerçants. Enfin, ça leur a fait un petit coup de publicité, ce qui n'est pas négligeable, et surtout, ça a permis d'ancrer dans la tête du grand public que l'argent liquide allait peut-être petit à petit disparaître. C'est d'ailleurs le cas en Suède, où il se livre à une véritable guerre contre le cash et le liquide. Salut. Salut. Je pourrais avoir un café? Et je peux payer en cash? Non, malheureusement, je prends que la carte. Dans le pays, 95% des transactions sont faites par carte ou paiement mobile. Les experts estiment que le cash y aura disparu en 2023. C'est probablement culturel. On n'a aucune raison de ne pas faire confiance aux banques et au gouvernement. Et c'est très pratique de vivre sans cash. L'État suédois soutient cette évolution. Les avantages? La lutte contre le blanchiment ou contre l'argent du terrorisme. Parce que toutes les transactions, même les plus petites, laissent des traces. Alors ici, tout le monde s'y met. Dans cette église de la ville, les paniers pour la quête ne circulent quasiment plus. On paye par Swish, une application suédoise de paiement par téléphone. Vous avez votre portable et quand le panier arrive, vous payez avec votre téléphone, puis vous le collez contre votre cœur. Nous devons faire partie de cette révolution technique. Depuis qu'on a Swish ou les cartes de crédit, les montants qu'on reçoit ont beaucoup augmenté. De temps en temps, il y a un article en Suède qui dit de se méfier d'une société sans cash. Mais c'est très rare en fait. Je suis mal à l'aise avec ce qu'il se passe. On laisse tout dans les mains des banques et de l'État. Et si pour une raison ils décidaient de fermer le compte, je n'ai plus rien et aucun contrôle. A contrario, l'Autriche résiste puissamment et caresse même l'idée d'inscrire dans la Constitution une espèce de droit au cash. En 2016, 67% des transactions étaient effectuées en cash en Autriche, contre par exemple, à titre de comparaison, 55% en Allemagne et 27% aux Pays-Bas.
Plus technique, en Belgique, la Banque centrale impose aux banques justement un taux de 0,50% de pénalité sur les excédents de cash à la fin de leur journée. Autrefois, c'était un tabou. Les banques ne réitéraient pas ce genre de taxes et de pénalités sur leurs clients, à part peut-être sur les grandes entreprises et les grandes fortunes. En 2018, cette taxe a coûté autour de 40 millions d'euros. En clair, on crée un incentive pour les banques, justement, pour que les banques refacturent derrière donc à leurs clients. On insiste ainsi à une espèce d'effet domino d'incentives, donc la BCE met la pression sur les banques vont mettre la pression comme ça sur les petits porteurs, et donc les petits porteurs vont être fortement encouragés à privilégier des matières un petit peu plus volatiles, des obligations, des actions, et vont être découragés à simplement épargner. D'ailleurs, à propos de marge, je trouve un peu baroque de vous prêter à 8% du pognon que vous faites travailler à 20. Les 12% de différence sont le prix de ma garantie. Avec moi, vous êtes sûr de revoir votre argent. L'honnêteté, ça se paye. En Suisse, en Allemagne ou au Danemark, par exemple, les dépôts simples de cash sont déjà taxés afin de dissuader l'épargne. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes, pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui ratent. Parfois, vous savez, je me demande quel est ce monde que nous construisons à notre image, il faut bien le dire, empli de cette espèce de fuite de soi, de pensée gnostique, cette forme de tromperie, de rapport de force, de logique sacrificielle et, il faut bien le dire, de manipulation. J'ai vu 5 policiers habillés, déguisés en Black Bloc. Ils sont allés rue Saint-Lazare, après que ça ait gazé et tout, bien sûr. Et les collègues qui leur ont tiré la main pour les charger dans l'estafette. Et l'estafette est partie avec gyrophare et tout, pour aller vers les champs certainement. J'en reviens pas. Mais alors franchement, j'avais vu les vidéos, je les voyais, mais alors là, témoin direct à vomir. Mais alors, des Black Blocs de chez Black Bloc. La culture de l'inégalité ne concerne pas que le domaine économique, elle touche aussi à la configuration du champ perceptif. En effet, le fondement des théories de la surveillance telles que résumées par le principe panoptique de Jeremy Bentham est la dissociation entre le couple voir et être vu. La politique comme ingénierie sociale consiste alors à bâtir et à entretenir un système inégalitaire où les uns voient sans être vus et où les autres sont vus sans voir. Le but de la manœuvre est de prendre le contrôle du système de perception d'autrui sans être soi-même perçu, puis d'y produire des effets en réécrivant les relations de cause à effet, de sorte qu'autrui se trompe quand il essaie de les remonter pour comprendre sa situation présente. Dans son livre sur la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007, Yasmina Reza nous rapporte ce propos d'un de ses conseillers, Laurent Soli. La réalité n'a aucune importance, il n'y a que la perception qui compte. Donc là, on est complètement dans la pensée gnostique. Ce constructivisme radical, issu de l'école de Palo Alto et très en vogue dans le milieu des consultants, n'hésite pas à considérer que la perception peut être détachée de tout référent objectif réel. Voilà, c'est là où on quitte le point de vue traditionnel pour rentrer vraiment dans la pensée gnostique. L'ingénierie des perceptions devient alors une activité quasi démiurgique de construction d'hallucinations collectives, partagées, normalisées et définissant la réalité commune, autrement dit un ensemble stabilisé de relations causales falsifiées. Ainsi que l'avance dans un essai le célèbre pirate informatique Kevin Mitnick, l'ingénierie sociale serait l'art de la supercherie. Plus précisément, l'art d'induire autrui en erreur et d'exercer un pouvoir sur lui par le jeu sur les défaillances et les angles morts de son système de perception et de défense. Illusionnisme et prestidigitation appliqués à tout le champ social, de sorte à construire un espace de vie en trompe-l'œil, une réalité truquée dont les règles véritables ont été intentionnellement camouflées. Selon les principes de la double pensée, peu importe que la guerre ne soit pas réelle, ou si elle l'est que la victoire ne soit pas possible. La guerre ne vise pas la victoire, elle vise à être continuelle. L'acte essentiel de la guerre moderne est la destruction du produit du travail humain. Une société hiérarchisée n'est possible que si elle s'appuie sur la pauvreté et l'ignorance. En principe, l'effort de guerre a toujours pour but de conserver la société au bord de la famine. La guerre est menée par l'oligarchie contre ses propres sujets. Et son objet n'est pas de remporter la victoire sur l'Eurasia ou l'Estasia, mais de garder la structure même de la société intacte.
c'est simplement ce que j'essaie de vous expliquer dans Hypnomachie. C'est ce que les anciens appelaient l'art de l'avantage, de Sun Tzu à Machiavel. C'est simplement l'art de contrôler son prochain. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère 2.0 du soft power, donc du coup, les stratégies s'adaptent. On pourrait presque dire que c'en est quasiment fini des grosses brutasses d'autrefois, quoique. La peur qu'on suscite chez les autres. Cette image suréquipée, surentraînée, pas très fin. Mais elle nous sert un maximum. La plupart du temps, c'est ce qui nous évite d'aller au contact. Le CRS cheval avec 2 R, bourrin. Le CRS, un muscle de cerveau, cette image-là, à l'extérieur, elle est intéressante. Sans aller jusqu'à dire que apprendre à se défendre soi-même est devenu obsolète, ça n'est bien sûr pas vrai, puis de toute façon en tant que professeur d'arts martiaux, ce serait relativement incohérent pour moi de le dire. Mais ce genre de paradigmes auxquels vous venez d'assister sont typiquement des paradigmes de l'ancien monde. Parce qu'en face, ils se disent, mais en face de nous, on a des brutes. Mais il faut qu'ils pensent ça. Il faut qu'ils le pensent. Il faut que nos clients potentiels soient persuadés que nous sommes des brutes. Mais attention, nous sommes peut-être des brutes, mais nous sommes des brutes professionnelles. Ce sont des modes de pensée de l'ancien monde qui vivent justement la relation entre soi et le monde via des logiques sacrificielles, via de la magie, via de la fuite de soi en fait. Les systèmes gouvernementaux et leurs dirigeants vivent tellement dans une angoisse de non-contrôle, dans une angoisse, dans une peur permanente, que c'est aujourd'hui plus de 3 milliards d'internautes qui se retrouvent ainsi espionnés dès qu'ils vont en ligne. Alors c'est Facebook qui a racheté récemment la société Control Labs et qui étudie actuellement la possibilité de pouvoir brancher directement nos cerveaux, nos systèmes nerveux sur des machines. Ouais. Le problème c'est que de nombreuses études ont comparé les impacts des technologies donc sur les cerveaux et notamment chez les taxis. Et qui ont comparé entre les taxis à l'ancienne, qui devaient connaître la ville comme leur poche, etc., et les chauffeurs Uber, qui se contentent bien souvent de suivre leur géolocalisation sur leur smartphone pour amener leurs clients à bon port. Et on s'est rendu compte justement qu'il y avait un appauvrissement des structures cérébrales de l'orientation chez les chauffeurs Uber, là où chez les taxis à l'ancienne, c'était exactement l'inverse. Mais dans cet état croissant d'hyper connexion, qui pilote réellement qui? Est-ce que c'est la machine qui pilote le chauffeur Uber ou est-ce que c'est le chauffeur Uber qui, tout en se racontant qu'il utilise la machine, la suit en fait à la lettre? Eh bien cela rappelle directement le symbole multimillénaire du yin et du yang. Pour moi c'est la généralisation quelque part de ce que la psychologie appelle l'état agentique, une forme d'aliénation ordinaire qui devient de plus en plus sophistiqué à mesure qu'on passe dans l'ère justement du soft power. Alors que les gardiens du temple passent ainsi leur vie en état agentique, ça n'est pas vraiment nouveau, en psychologie on le sait depuis plus de 70 ans tout de même. Une mission n'est pas tellement de penser, c'est surtout d'obéir, c'est ça le problème. Mais que vont devenir tous ces gens qui ne réalisent même pas qu'ils sont passés justement dans un monde 2.0, si ce n'est 3.0, et qui continuent d'espérer utiliser des stratégies qui n'ont marché que dans le passé pour résoudre leurs problèmes présents? Tandis que la France, qui plafonne comme ça en pré-rationnel, est en train de se faire contenir littéralement par des mythes, par du lavage de cerveau et par des nouvelles technologies, les élites s'apprêtent à verrouiller le système comme jamais il n'a été verrouillé dans l'histoire de l'humanité. C'est sans précédent. Le sort de la Terre va dépendre de vous. Pardon. À un ordre social qui se révèle contradictoire, se substitue petit à petit une structure psychotique, un ordre qui supprime tout conflit, toute possibilité de confrontation avec le réel. La société a rendu possible, a largement facilité pour le grand public l'acquisition de biens et d'espaces gratifiants. Si cette démocratisation de la gratification a largement fonctionné dans un premier temps, les années 80 où tout le monde était ravi de s'acheter un frigo ou un magnétoscope, les conflits mimétiques pour l'appropriation des ressources n'ont pas cessé et se sont simplement
déplacé. Le cynisme a grandi au point qu'aujourd'hui, il est possible pour un Benalla d'aller frapper quelqu'un sans être inquiété, il est possible de mutiler ou d'éborgner le bon peuple sans avoir à en subir la moindre conséquence. C'est insensé, on ne peut même plus se fier à la justice de son pays. Le roi est nu, hein, et certaines villes dans le monde commencent déjà à brûler, et on sent une espèce de mouvement planétaire qui est en train d'arriver. De plus en plus de gens commencent à comprendre que le pouvoir centralisé est une impasse, comme je l'enseigne maintenant depuis plus de 15 ans. Vite, chaîne Nebulay, protège-moi de toute cette imagerie socialiste. Certaines personnes sont encore en phase de négociation, malgré tout le matériel que j'ai pu produire sur la chaîne. Hein. Ils tiennent à la démocratie, justement, comme Anne Hidalgo s'accroche comme ça à la mairie de Paris. Beaucoup pensent que la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Ça ne veut pas dire ça. Kratos, c'est la force, c'est la victoire. Kratos, c'est la force et la victoire qui s'impose par la force. Kratos, ça renvoie à l'idée d'une cité qui serait coupée en deux et où une moitié impose par la force à l'autre moitié ses desiderata. C'est donc une parfaite logique sacrificielle. Il semblerait que nos pères, ou nos mères, c'est pas une question de sexisme, je dis pères au sens des pères fondateurs, il semblerait que nos pères se soient fuis eux-mêmes dans des vortex sémantiques et des mythes. Mais jusqu'à une forme d'anesthésie, hein. En fait, ce sont des enfants dans des corps d'adultes et aujourd'hui, la chose apparaît relativement clairement depuis que Sarkozy s'est permis de lâcher comme ça les derniers garde-fous et à assumer cette espèce d'égoïsme décomplexé. Ce sont des enfants dans des corps d'adultes et aujourd'hui, cela commence franchement à se voir. Bah si on continue depuis 8 mois, la prochaine fois on sera classé à l'ONU, je ne sais pas entre quel pays et quel pays. Là on est entre le Mozambique, Haïti et le Venezuela, donc je ne sais pas où on va terminer. Au niveau de la liberté de la presse, on est aussi très bas, donc je ne sais pas où on va terminer. Sur tous les listings d'une démocratie normalement républicaine, dont la France se glosse d'être le leader. Pour les policiers, tous les policiers qui ont des convictions malheureusement se suicident à l'appel, tombent en burn-out, font des dépressions, d'autres démissionnent. Il y a une vague de démissions importante dans la police nationale. Le niveau de recrutement est au rabais. On prend à 8 de moyenne en ayant baissé le niveau du concours pour avoir des gens malléables. Donc on se dirige vers une police qui sera plus basée sur les textes de Vichy plutôt que sur la déclaration des droits de l'homme. D'ailleurs, M. Valls avait déjà commencé à enfoncer le coin dans le nouveau code de déontologie qui reprend des dispositions du code de la fonction publique de Vichy, signé par la plupart des syndicats majoritaires. Donc du coup, ça va aller très mal. Et en fait, ce qu'on entend et ce qui est problématique, c'est que beaucoup de politiques, y compris de la majorité, disent que la première des libertés, c'est la sécurité. Non, la sécurité n'est pas une liberté. La sécurité permet les autres libertés. Sans sécurité, il n'y a pas de liberté. Nous sommes d'accord. Mais en même, ce n'est pas une liberté. Et à force de jouer la sécurité et de limiter les libertés au nom de la sécurité, on inverse le processus. Alors face à ces pères dysfonctionnels, moi je ne vois qu'un seul acte à peu près raisonnable et réaliste à poser en conscience. Si vous avez d'autres idées, je les lirai avec plaisir en commentaire. Mais fondamentalement, que faire quand un patron, un président ou un général faillit à ce point à ses fonctions? Je vous relève de votre commandement, général. On le relève de ses fonctions, mais le relever de ses fonctions, ça ne veut pas dire se battre contre. Parce que je vous rappelle que l'on renforce ce à quoi on s'oppose, ce que n'ont pas encore compris les gilets jaunes. Non, qu'est-ce qu'on fait? On fait un monde sans lui. On ne lui prête pas d'attention. On met simplement sa conscience sur qu'est-ce qui est pure folie dans le projet qu'il nous propose. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aura aidé à réaliser justement que dans une certaine mesure, le monde d'Orwell est déjà là. Après, il ne tient qu'à chacun d'entre nous de vivre dedans ou de vivre à côté, justement, puisque c'est en arrêtant de le nourrir qu'il va simplement finir par s'effondrer, comme n'importe quelle civilisation finit tôt ou tard par s'effondrer. Je vous invite à partager cette vidéo, bien sûr, si vous le souhaitez, sur les réseaux sociaux. Je remercie encore les tipeurs et leur soutien indéflectible année après année qui font que la chaîne peut continuer à exister. Les conseils de lecture, c'est vrai que je vous en ai pas donné depuis un moment, je vais peut-être m'y remettre bientôt. En tout cas, il y a une espèce d'archivage des meilleurs billets que j'ai publiés sur le groupe Hypnomachie qui sont sur le site hypnomachie.com, donc avec les conseils de lecture. Et n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu vers le haut, parce que c'est ainsi que le système orwellien, c'est exactement ce que tu aimes. Alors voilà, je vous laisse avec un extrait que j'ai trouvé extrêmement inspirant et qui m'a été envoyé par l'un d'entre vous, que je remercie au passage. On y voit quelqu'un qui tient tête de façon ferme, centrée, non violente, et en étant très très clair sur les différents procédés hypnotiques qui se jouent. Voilà. Pour moi, c'est un bon exemple d'une forme de résistance non violente, centrée, et qui ne relève pas du conflit mimétique, et qui maintient en permanence une main tendue à l'autre à partir du moment où il sort de sa folie. Bonjour. Il y a un problème? C'est la gendarmerie.
Ouais. On vient assister le notaire ici pour faire un Non, je l'autorise pas à rentrer. Propriété privée. D'accord. Vous avez une pièce d'identité, monsieur? Non. Je sache à qui j'ai affaire? Non, j'ai pas de pièce Vous d'identité. n'avez pas de pièce d'identité? Non. Parfait. Parfait. Monsieur... Vous êtes? Maître Justice Abétune. Vous avez une pièce d'identité? Oui, bien sûr, monsieur. Bonjour. Vous êtes serrurier? C'est ça. Vous êtes? Diagnostiqueur. Diagnostiqueur. Ok. Donc pas de témoin. Pas de témoin. Il faut pas deux témoins normalement? Pourquoi il faudrait... Je sais pas. Que j'ai payé monsieur par chèque. Comment? Non, je vous autorise pas à rentrer, vous restez là. Ouais. Propriété privée. Non, mais monsieur, je suis d'accord, je suis avec la gendarmerie. Ouais, bah, je tolère la gendarmerie, mais pas vous. Bah écoutez, ça va être... il va falloir le La faire, gendarmerie, là, pour ma sécurité. Et Elle a bien ils également, vont me monsieur. servir de témoin. Venez, monsieur, s'il vous plaît. J'ai payé monsieur par chèque. Oui, mais moi j'ai l'attestation, monsieur, comme quoi ça Merde. s'est ajouté. Ah non, mais moi je suis pas là pour ça, monsieur. Moi je suis là pour... Non, mais vous êtes témoin. Ouais, ben je vois votre feuille. Mais moi je suis là pour qu'aujourd'hui tout se passe bien. Vous êtes là pour nous protéger. Vous êtes témoin. Ouais, mais aussi bien Ok. vous que monsieur. J'ai Ouais. l'attestation comme quoi c'était rejeté. Ok. Je peux l'avoir, l'attestation? Je vais l'envoyer ici. On a déposé votre chèque, ici, l'attestation. Monsieur, c'est vous-même, monsieur? Et comment ça se fait qu'il ait été Oui, mais rejeté? monsieur, c'est vous-même. D'accord. Je vais pas vous donner mon identité. D'accord? Je ne suis pas monsieur. Et donc, le chèque? Je possède cette personne, mais je ne suis pas monsieur. Bah, vous justifiez de votre identité, monsieur, alors. Non, je justifie pas mon identité. Vous avez quel droit pour me demander ça? Parce que je suis huissier de justice, officier ministériel. Et alors? Je suis, Et alors? je suis Ça mandaté, change quoi, monsieur? je suis mandaté pour faire cette intervention aujourd'hui. Vous venez sur ma propriété, je vais pas justifier mon Je suis identité. autorisé à rentrer sur votre propriété. J'ai commis monsieur. aucun crime, est-ce que je sache? Est-ce que je vous ai parlé de ça? Bon bah alors, pas d'identité, c'est tout. Donc c'est voilà, c'est 1000 moins votre chèque, ça fait... Vous refusez votre... Comment ça, 1000? Vous m'envoyez un... Monsieur, Vous m'envoyez une demande avec... je dépose pas... Vous comprenez? Je dépose tous ces chèques pour... Sans partie de ces chèques, votre chèque de... On est d'accord? C'est le moins... égal... Il est où le moins? Il est où moins? Il est là, monsieur. Non, là, c'est... Non, mais ça a été rejeté. Ça n'a pas été accepté. Voilà. Par la banque. Montrez-moi le rejet, on voit pas le rejet. Mais je sais, monsieur, je vais pas vous le montrer. Ça a été refusé, c'était refusé. C'est la banque. Mon chèque ne peut pas être refusé. Monsieur, je suis pas de la banque. Rapprochez-vous du... Vous l'avez porté à l'encaissement, le chèque? Évidemment, je vous le prouve, monsieur. À qui? À la banque. Notre banque, Crédit Agricole, monsieur. C'est pas au Crédit Agricole, c'est à la Caisse des dépôts que vous devez l'encaisser. On dépose... Vous êtes intermédiaire, vous êtes intermédiaire. Pour aujourd'hui, il y a une mission. Voilà. On va la faire, qu'elle se passe... Non, vous la ferez pas, je vous donne pas l'autorisation. C'est ma propriété. Mais comment vous le savez? Vous voulez pas témoigner que j'étais de bonne foi et que j'ai payé? Et maintenant vous me dites que c'est plus ma mission? C'est plus votre mission? C'est quoi votre mission? Votre mission c'est quoi? C'est-à-dire, la mission d'aujourd'hui, c'est que le travail des 3 personnes qui sont là se passe bien. Mais je les autorise pas, ils sont sur ma propriété. Mais vous n'avez plus à les autoriser ou pas, monsieur? Mais si, bien sûr. La décision, elle est prise. Vous connaissez le droit à la propriété, c'est un droit sacré. Elle est prise, monsieur, la décision. Là, on est en cas d'une procédure de là, il y a pas... Si vous vouliez faire quelque chose, fallait vous dire. Non, j'ai jamais été devant le juge, j'ai jamais été au tribunal. Je suis désolé. Je suis désolé. Ça va être comme ça. Je suis désolé. Il y aura une audience. Donc c'est faux. Le droit à la propriété est inviolable. Vous connaissez? Déclaration des droits de l'homme, vous connaissez? Il y aura une procédure. Non, vous connaissez pas? Vous me répondez pas, je sais pas, vous connaissez ou pas? Vous connaissez, monsieur? Le droit à la propriété inviolable? Bien sûr. Mais par contre, voilà, vous connaissez. De saisie immobilière, vous serez invité à comparaître devant le magistrat à l'audience d'orientation. Ouais, qui aura lieu ultérieurement. Préalablement, on doit faire un procès-verbal de description du Non, bah vous rentrez pas. Écoutez, monsieur, tout le monde à la gendarmerie. Non, il n'y a pas de la gendarmerie, tout se passe bien. Vous avez appelé l'armée? GIGN? Donc vous êtes d'accord, vous êtes témoin que j'ai bien payé monsieur.
Non, moi de rien, monsieur, vous allez arriver. Mon chèque passe. Et si vous voulez, vous me... Il est pas passé. Alors, rendez-le-moi. Bah, non, on l'a déposé à l'encaissement, monsieur. Bah, rendez-le-moi s'il J'ai passe pas pas. le chèque. Bah, monsieur, j'ai pas le chèque. Moi, je ne suis pas monsieur, déjà. Arrêtez de m'appeler monsieur. Non, monsieur, il commence à rien du tout non plus. Non, il n'y a rien à faire là, je ne l'ai pas invité, vous êtes sur ma propriété. Vous niez mes droits, vous violez mes droits inaliénables. Vous en êtes conscient, ça? Vous en êtes conscient, ça, ce que vous faites? Vous en foutez, en fait. Vous comprenez ce que je dis? Vous connaissez les droits sacrés, vous savez ce que c'est? Vous voulez pas répondre? Vous savez ce que c'est? Je vous ai dit oui, monsieur. La propriété, la sûreté. Oui, non, mais... Ok. La propriété, c'est une chose, je suis d'accord. Moi, vous me rendez mon chèque, je vous en refais un. Devant témoin. Non, mais ça, monsieur, on l'a fait. C'est pas la peine. Si, c'est la peine. Vous serez convoqué devant le juge de... Ben, je serai convoqué dans le juge, mais ça, c'est pas votre problème. Bah non, mais je vous préviens, voilà, vous ferez valoir vos droits à ce moment-là. Mais préalablement, à cette audience, il doit y avoir forcément le procès-verbal de description qui doit avoir lieu. Non, bah je vous laisse pas rentrer. C'est illégal. Mais c'est pas illégal, parce que je serais pas là sinon. C'est illégitime. Non, mais ça, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose? Illégal, illégitime, pas bon. Madame continue à filmer, donc... Bah, bien sûr que je filme. Ce que vous voulez, monsieur. Ça ira loin. J'ai toutes les preuves, j'ai tout le dossier. Bah, écoutez, vous me refusez mon chèque, je sais que mon chèque passe. Bah, écoutez, la preuve, il n'est pas passé, votre chèque. Bah, vous me le rendez, il y avait, certes, il n'y avait pas d'IBAN dessus. Ouais, bah, je vous en refais un avec un IBAN et c'est terminé. Non, monsieur, c'est pas comme ça. Dans ces cas-là, comment ça, c'est pas comme ça? Vous allez voir l'avocat du Crédit Mutuel, vous lui remettez le chèque. Crédit Mutuel était avisé, de toute façon. Ils n'ont pas pu prouver la créance. C'est vous qui le dites, monsieur. Bah, c'est moi qui le dis, j'ai le dossier. Ah, moi aussi. J'ai un dossier comme ça, moi aussi. Bon, bah, si c'est bon pour vous, c'est bon pour nous. Dire, non, vous êtes là pour défendre mes droits, mais bien, et vous ne le faites pas. Pour celui des 3 personnes, des 5 personnes qui sont ici, voilà. Et moi, je suis là pour ma sécurité aussi. Je défends ma sécurité et mes droits. Et vous êtes là pour défendre ma sécurité. C'est ce que vous faites pas non plus. Vous comprenez ça au moins? Ouais. Pourtant, vous continuez à protéger les escrocs. Non, alors monsieur, je ne connais pas, je ne pense pas que ce soit un escroc. Il est dans son droit, malheureusement. Non, il n'est pas dans son droit. Ah non. Les aboutissants de la situation. Non, non, il n'est pas dans son droit. Il n'est pas dans son droit. Il a le droit d'entrer, monsieur. Non, il n'y a pas le droit. Vous ne me poussez pas, vous ne me touchez pas. Alors, reculez-vous. Bah, non, je suis chez moi. Dans ce cas-là, je vais vous pousser. Non, vous ne me touchez pas. Vous ne me touchez pas. Si vous voulez pas que je vous touche. Vous avez un matricule? Ouais, je l'ai. Il est où? Il est là. Ok. Ouais, monsieur, je suis ça. Non, vous sortez, monsieur. Monsieur, maître, vous y allez? Bah ouais, mais bon, je sais pas faire. Non, je suis désolé, je n'ai pas l'autorisation. C'est comme ça, c'est tout. Vous n'avez aucune autorité ici. C'est une propriété privée, c'est comme ça. Ouais, mais vous le savez. Vous le savez. Vous savez très bien, la loi m'autorise à rentrer. Non, la loi... Oui, vous le savez, monsieur. Non, il n'y a rien qui est au-dessus de la déclaration des droits de l'homme. Et ça, vous le savez. Vous le savez très bien. Vous savez très bien. Vous connaissez mon droit de propriété. Non, mais monsieur, vous connaissez... Que vous violez. Monsieur, je ne viole absolument pas. Vous savez très bien que j'ai le droit de le faire. Et pourquoi vous m'avez pas renvoyé mon chèque à ce moment-là? Il a été porté à l'encaissement et voilà. Il est où ce chèque? Il a été porté à l'encaissement. Mais qu'est-ce qu'il me prouve? Ah bah écoutez... Hein. Ouais. Voilà, je suis de bonne foi, je vous en refais un tout de suite et c'est terminé. Tout le monde sent. Comment ça, c'est pas la peine? Qu'est-ce que vous voulez? C'est bien ce que vous voulez être payé, alors c'est pas la question, je vous parle pas de où est le problème? Je parle d'être là pour faire ce pourquoi je... Non, je vous autorise pas. Oui, mais c'est pas la question. Ni vous, ni la police. C'est pas la police, en l'occurrence, la gendarmerie, mais... Ouais, c'est pareil. Non, c'est pareil, mais... voilà, enfin, ce serait aussi vite fait, je le fais, le PV de description, on repart et... Non, il n'y a pas de PV de description du tout. Bah, on est là pour ça, monsieur. Ouais, mais non, mais moi je vous autorise pas, monsieur, là vous êtes chez moi déjà. Ouais, bon voilà, monsieur, donc, je l'attends, Japon, monsieur. Je ne suis pas monsieur. Je possède cette personne juridique. Mais je ne suis pas cette personne juridique. Non, c'est très simple en fait. Excusez-moi, je suis gendarme, je ne sais pas tout. Bah, une personne juridique, c'est une création juridique qui est fictive. C'est une entité fictive. Vous n'existez pas. Regardez la définition, enfin monsieur le sait, vous le savez. Vous. Non,
Moi, je fais du pénal, moi. C'est pareil, ça marche au pénal, au civil, tout. Non, pénal, c'est vous êtes vous, voilà. Non, moi, je suis pas moi, non, je suis une personne. Donc alors, vous n'êtes pas le propriétaire ou le locataire ou le... Je suis le plein propriétaire. J'ai des droits sacrés. Vous connaissez la déclaration des droits de l'homme. Apparemment, c'est bien vos droits. Vous connaissez la déclaration des droits de l'homme. Quel devoir? J'ai le devoir de résister à l'oppression. Et vous avez le devoir de m'assister dans ma sécurité et de faire valoir mes droits. D'accord. Mais vous êtes Je sais pas, vous le savez. danger. Comment? Cet après-midi. En danger? Vous êtes senti en danger cet après-midi. Bah si, bien sûr, vous m'oppressez. Vous violez ma propriété. Et vous nous demandez de justifier l'identité de monsieur, là, ceci. Vous, bien sûr, vous n'avez rien justifié, ça tombe, vous avez mis la... Moi je le connais pas, monsieur, c'est normal. Si je le mets au milieu de la route, ça fait pas de moi le propriétaire de tout ça aussi. Vous savez, c'est ça. Non, bien sûr. Pourquoi vous avez une preuve que c'est pas ma propriété? Non. Vous en avez eu. Bah c'est tout. Si vous m'accusez de quelque chose, vous devez le prouver, c'est tout. Vous comprenez? Bon, enfin, on se verra, je pense. Totalement. Dans de meilleures circonstances, j'espère. Peut-être. Est-ce qu'il y a des choses à vous? Non, il n'y a rien à moi. Bon, messieurs, dames, une bonne journée quand même. Oui, bonne journée à vous. Bon courage. Et relisez la DDHC 1789. C'est le texte fondateur.